Échec du plan de paix de Luanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est le constat fait par le président Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lorenzo lors de leur dernière rencontre à Luanda en Angola. Une rencontre qui a porté sur l'évaluation du processus de paix et la définition d'une nouvelle stratégie pour imposer la paix dans cette partie du pays. Et puis, malgré l'embargo de l'Union européenne, la Russie a expédié de quantités significatives de produits pétroliers vers des pays de l'Afrique de l'Ouest. 600 000 barils de brûle léger ont été livrés au Ghana et Dakar devrait déjà recevoir 41 000 tonnes de produits pétroliers. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Au cours de cette session d'information, nous allons recevoir un invité. Il s'agit de M. Gustave Tchibangu, économiste et coordonnateur du réseau de jeunes agents de changement de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Gustave. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être là sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vais vous revenir, le temps pour moi de commencer ces journaux. Démarrons ces journaux avec l'évaluation du processus de paix et une nouvelle perspective dans la région pour la recherche de la paix. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu le week-end dernier à Luanda avec son homologue angolais Joao Lorenzo, médiateur désigné par l'Union européenne et l'ONU dans la résolution de la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. Les deux chefs d'État ont fait le constat de l'échec du plan de paix. La nouvelle stratégie est d'imposer la cessation des hostilités. Patrick Ilunga, Stani Samba. Chefs d'État de la région sont unanimes. Le plan de paix de Nairobi et de Luanda ont jusqu'à présent échoué. Il faut une nouvelle perspective de la paix dans la région. Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, le reconnaît lui aussi. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cesser le feu qui a été décidé par l'Union africaine et accepté aussi par la communauté internationale est en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi auxquels j'ai fait allusion soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que les chefs d'État devaient en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Le président Félix Tshisekedi a eu un échange à huis clos avec son homologue angolais qui est par ailleurs médiateur désigné par l'Union africaine dans la résolution de la crise congolaise. Comment arriver à une paix durable dans la région? Deux visions semblent en compétition. D'une part, la communauté d'Afrique de l'Est qui, malgré le déploiement massif des contingents à l'est de la RDC, préconise le dialogue avec les rebelles pour parvenir à la paix. Cela a été clairement dit par la présidente tanzanienne Samia Suluhu, contredisant ainsi les résolutions des conclaves des chefs d'État tenus à Nairobi en avril et mai 2022. Selon les termes de ces conclaves, tous les groupes armés devaient s'inscrire dans la logique de négociation et que les réfractaires à la recherche d'une paix négociée allaient s'exposer à la puissance de feu de la communauté d'Afrique de l'Est. D'autre part, les pays de la SADC, eux, semblent disposés à imposer une paix à la force du fusil dans l'Est troublé de la RDC. Et parlons économie à présent. Pressenti pour construire le Grand Inga, une centrale hydroélectrique qui tarde à voir le jour depuis 1970, le groupe minier australien Fortescue Metal Industries continue toujours les discussions avec les autorités congolaises. Une fois construite, cette centrale hydroélectrique devrait permettre à la République démocratique du Congo de transformer ses richesses minérales sur place et de clairer davantage ses habitants grâce à la production de batteries électriques et de l'hydrogène vert. Avant cette étape, Fortescue veut d'abord réhabiliter en urgence une turbine Dinga 2 pour être en mesure de transformer localement les matières premières congolaises, dont le cobalt et le nickel, afin de produire les batteries de la nouvelle génération. La suite dans cet extrait est choisie par Dieudonné Bonali. We had a very exciting meeting. We spoke about our commitment to developing Inga. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous avons bien sûr parlé du tout grand projet de Inga et rapidement nous avons
compris ensemble que nous devons avancer, mais aussi nous avons proposé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, un projet plus rapide de réhabilitation d'une turbine sur Inga 2 pour être en mesure de ici transformer les matières premières congolaises, le cobalt, le nickel et les autres, pour être en mesure de produire des batteries de nouvelle génération. Nous sommes effectivement des grands spécialistes de l'hydrogène vert qui est une espèce de stockage d'énergie. C'est aussi comme ça que nous sommes spécialistes. We had a very exciting meeting. We spoke about our commitment to developing Inga and also adding to that big development, shorter-term development of putting a generator in Inga 2 and bringing power to new industrial parks near the Port of Matadi, the city of Kinshasa, and value-adding raw materials for electricity and materials from. Voilà, Monsieur Gustave Tshibangou, je reviens vers vous. Avec vous, je rappelle que vous êtes économiste et coordonnateur de jeunes agents de changement de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Vous êtes là, puisqu'on vient de suivre un élément sur l'économie, et voilà, c'est l'objet de notre entretien avec vous. Vous êtes économiste, vous avez suivi suivez de près la situation économique de la République démocratique du Congo. La RDC vient d'enregistrer encore un record économique. La croissance a été relevée à 8,5% en 2022 et la mobilisation de recettes internes avait atteint 9 milliards de dollars américains. Et pour l'année 2023, le gouvernement prévoit de mobiliser près de 15 milliards de dollars américains. D'après vous, selon vous, comment analysez-vous ces performances économiques? En fait, merci beaucoup. Ces performances économiques sont d'abord, premièrement, à féliciter. Elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. 15 milliards de dollars pour un pays comme la RDC, c'est minime. Nous devrions peut-être parler des 100 milliards de dollars, pourquoi pas des 100 milliards de dollars. Et donc, 15 milliards de dollars, moi je crois que c'est nécessaire. Il y a eu quand même des avancées, des réformes qui ont été faites. Premièrement, il faut comprendre ici que ces gouvernements a eu à reprendre le programme avec les Fonds monétaires internationaux. Et vous savez que ces institutions internationales, c'est la rigueur. Et donc, cette reprise de programme avec les Fonds monétaires internationaux a permis à mettre en place des critères qui sont retenus généralement par ces institutions. C'est les critères qualitatifs ainsi que les critères quantitatifs. En ce qui concerne les quantitatifs, il y a une exigence de la stabilité du cadre macroéconomique. Donc les niveaux du taux de change et les niveaux également des prix doivent être stabilisés, mais également les niveaux des dépenses de l'État qui doivent être revus en termes de qualité. Et donc, en termes qualitatifs, il y a également les réserves d'échange qui doivent être suivies, mais également éviter les déficits de la balance courante. Et donc, c'est l'ensemble de ces critères qui demandent à ce qu'il y ait des réformes, et il y a eu des réformes qui ont été faites. Quand vous regardez avec le ministère des Finances, les 3 régies financières, entre autres la Direction générale des impôts, ont mobilisé, je crois, pour la première fois, au-delà des assignations budgétaires. Au-delà des assignations budgétaires. Mais quand cela ne tienne, parmi les facteurs qui ont expliqué également, c'est le boom au niveau international. Ça veut dire que les prix de matières premières à l'international ont augmenté, ce qui fait que du fait que notre économie dépend principalement du secteur minier, et lorsque vous regardez la balance commerciale de la RDC, plus de 90% de nos exportations sont les matières premières. Si ces matières premières, je venais d'ailleurs en suivant l'interview que vous avez fait avec le PDG de Fortescue, mais ils ont expliqué qu'ils veulent que nous puissions transformer au niveau du pays. Ils peuvent produire de l'énergie et cette énergie va pouvoir permettre aux entreprises congolaises de transformer les matières localement. Et cette transformation locale va faire en sorte qu'on ait une valeur ajoutée sur nos matières premières, ce qui va faire que les recettes en réalité vont encore augmenter. Et donc moi je pense que c'est ce que cette entreprise voulait faire dans le domaine de l'énergie, c'est une très très bonne chose. Et donc l'embellie
des prix des matières premières à l'international ont contribué, mais aussi les réformes du ministère des Finances qui a signé, par exemple, le contrat de performance. Oui, pour 2023, monsieur Gustave Tchibang, mais au niveau interne, puisque vous parlez de la dimension internationale, au niveau interne, mais quels sont les facteurs qui ont favorisé la performance économique en 2022? Oui, principalement, c'est comme je vous ai dit, c'est d'abord les réformes qui ont été faites au niveau du ministère des Finances, ainsi que la lutte contre la corruption. Le travail qui est fait par l'inspection générale des finances, c'est un travail qu'on doit féliciter et qu'on doit demander à ce que l'IGF continue encore à faire ce travail-là pour que nous puissions mobiliser de plus en plus les recettes au niveau interne. Donc, les contrats de performance avec les régies financières, la mise en place également des logiciels. Il y a des logiciels qui ont été mis en place, la Logirad, mais également Isis Régie, qui ont permis aux régies financières de pouvoir mobiliser, lutter contre le coulage de recettes. C'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on puisse, mais principalement ce qu'on doit retenir, c'est également l'embellie des prix des matières premières, parce que si vous regardez, dans notre système fiscal, notre système fiscal est déclaratif. Mais l'étude qui a été menée par l'INES en 2019 a démontré que plus de 94% de petites et moyennes entreprises qui évoluent en République démocratique du Congo sont dans l'informel, ce qui revient à dire que ces PME ne contribuent pas au fisc congolais. Et donc la fiscalité de la RDC dépend beaucoup plus du secteur minier. Et c'est là le risque. C'est là le risque. Merci, M. Tchibang. Je vous reviens, le temps de poursuivre avec d'autres éléments du journal. Il s'est tenu à Bibois, dans la commune de l'Incélé, le 3e round de travaux de la télé sur la finalisation des négociations entre le gouvernement et les délégués syndicaux du secteur de la santé. Ces travaux portent sur les avantages sociaux et la programmation des actions à mener en 2023 pour toutes les catégories socio-professionnelles du secteur de la santé, hygiène et prévention. Voldy Kengi nous en dit plus. Constitué en commission interministérielle, le banc gouvernemental est représenté dans ses assises par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ainsi que le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji. Les principaux syndicats tels que Sinamed, Silimed, Simeco, ainsi que le bloc de médecins publics non primés prennent part à ces négociations qui vont durer pendant 3 jours à Bibois, dans ces quartiers périphériques de la capitale. Les indemnités des transports et des logements, ainsi que l'harmonisation à l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques de professionnels de services publics œuvrant dans les secteurs sont des questions essentielles qui constituent l'essence de cette rencontre que le gouvernement considère comme un exercice républicain, car l'objet est de trouver ensemble un consensus pour le bien-être des professionnels de santé en RDC. Dans son mot d'ouverture de ces assises, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a d'abord rendu hommage à son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apôtre infatigable du bien-être social des Congolais, pour son impulsion et sa vision verticale dans les secteurs de la santé. Et cela en vue de rendre effective la couverture santé universelle au profit de la population. Toutefois, le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo a souligné que les négociations de ce jour interviennent dans un contexte historique particulier, marqué par la guerre injuste imposée au pays dans sa partie est, je cite, et les secteurs de la santé payent un lourd tribut au travers des assassinats et des kidnappings en série de son personnel, et les secteurs de la santé payent un lourd tribut au travers des assassinats et des kidnappings en série de son personnel, la destruction de plusieurs infrastructures sanitaires. Fin de citation. Cet atelier est aussi une question de programmer quelques actions à mener en 2023 pour améliorer davantage la situation sociale et les conditions professionnelles de personnel de santé. La réalisation de nos projets va nécessiter la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Certaines de ces actions constituent des exigences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer structurellement notre secteur, a renchéri les patrons de la santé publique, hygiène et prévention. Pour clore son speech, le docteur Jean-Jacques Mbungani a invité le banc syndical à la construction d'un compromis raisonnable en tenant compte de tous les efforts fournis par le gouvernement sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour répondre aux différentes attentes du secteur de la santé et d'ailleurs de tous les autres secteurs de la société
en ces moments où le trésor public est confronté à d'énormes défis avec la guerre d'agression imposée injustement à la République par le Rwanda à travers son supplétif du M23. Restons toujours dans ces chapitres de la santé. L'amélioration de conditions sociales des infirmiers de la République démocratique du Congo a été au cœur d'un entretien entre la délégation syndicale des infirmiers du Congo et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, innovation et modernisation de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou. Au terme de cette rencontre, le warrior Jean-Pierre Liaou a rassuré la délégation syndicale qu'une solution sera trouvée dans le tout prochain jour. Et puis, le nouvel arrêté de l'hôtel de ville de Kinshasa fixant le coût de transport en commun dans la ville peine à faire l'unanimité. Raison d'ailleurs d'un refus du travail de contrôleur récemment car jugé irréaliste. Et cette désapprobation est déjà sur le tiroir des autorités urbaines qui réfléchissent déjà sur la mise à jour, mais dans les rues de Kinshasa, les réactions ne tarissent pas. C'est le cas de Maître Odia Moulowaï, joint au téléphone par Patricia Mabongo. Écoutez, la publication de la nouvelle grille tarifaire du transport en commun, vendredi 10 mars courant, ne devrait pas être une priorité pour l'hôtel de ville de Kinshasa pendant cette période où les Kinois traversent des moments très difficiles. Les autorités urbaines de la ville de Kinshasa devraient, avant tout changement de la grille tarifaire dans le secteur des transports en commun, s'impliquer en amont et à tous les niveaux pour faire respecter les codes de la route, que ce soit par les chauffeurs de taxi, par les motards, par les autorités publiques de l'État, y compris les agents de la police de circulation routière eux-mêmes. Parce que, vous savez, madame, aussi longtemps que la circulation routière ne sera pas fluide à cause des embouteillages créés par certaines autorités publiques qui piétinent aux yeux de tous le code de la route, en prenant des sens cyniques, des motards qui croient avoir plus de droits que quiconque sur la voie publique, mais aussi des agents de la police de circulation routière qui, la plupart, se mettent sur la route, non pas pour travailler, non pas pour faire respecter les codes de la route, mais pour quémander 500 francs, 1000 francs auprès des chauffeurs de taxi. Et donc, en privilégiant la consommation exagérée de l'alcool, donc tout changement de la grille tarifaire restera lettre morte dans la mesure où chaque fois qu'il y aura embouteillage, les chauffeurs de taxi, même les motards, chacun va appliquer son prix à l'égard des passagers qui au départ sont déjà vulnérables. Ce que les autorités urbaines doivent faire avant tout changement de la grille tarifaire, c'est de conscientiser tout d'abord les chauffeurs de taxi, y compris les chauffeurs de véhicules privés, à respecter tout d'abord les codes de la route, y compris nos autorités, et à respecter les passagers. Comment vous voulez que quelqu'un qui n'a pas de notion du code de la route puisse appliquer correctement une grille tarifaire sur les prix de transport en commun, voyez-vous? Donc, il faut mettre les Kinois dans une position de force. Il ne faut pas faire en sorte qu'il y ait la politique de déployer des mesures sur la route. Maître Gustave Tshibangou, la grille tarifaire publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa ne fait pas toujours l'unanimité. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette situation? Il se pose vraiment un réel problème de prix de transport à Kinshasa. Que faire? Effectivement, j'ai toujours dit que les questions non répondues d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui et les questions non répondues d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. Donc, ce que nous vivons actuellement dans la ville de Kinshasa n'est que la conséquence d'une mauvaise gouvernance dans ces domaines. Les domaines des transports, vous avez suivi le maître qui est en train de dire, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la fluidité des transports dans la ville de Kinshasa, le prix sera toujours instable. Et cette grille tarifaire, moi personnellement, je me dis que cette grille ne passera pas du fait que, regardez comment on prend les décisions. Les décisions, lorsqu'on veut prendre des décisions, les décisions ne doivent pas se décréter comme ça. Les décisions doivent se prendre en fonction d'un diagnostic. Il faut faire un diagnostic sérieux, savoir pourquoi. Vous estimez qu'un diagnostic n'a pas été fait? Est-ce que ce diagnostic a impliqué les mêmes acteurs? Parce que nous parlons ici des chauffeurs par exemple, qui ne connaissent pas les codes de la route.
nous avons également la police des circulations routières. Chaque fois que je passe dans cette ville, j'essaie de m'imaginer un peu. Je regarde d'abord les ports, les habits de ces policiers. Vous trouvez un policier qui a le gilet écrit avec le marqueur. Il y a même certains qui ne sont pas identifiés, cher ami. Donc, moi je me dis toujours que la première des choses à faire, c'est d'abord ces gens-là, cette police des circulations routières au niveau de la ville, on doit la prendre quand même au sérieux. Il faut qu'on connaisse l'effectif des gens. Et un policier de la circulation routière ne peut pas se familiariser avec les chauffeurs. Mais pour se mettre d'accord sur le prix, qu'il faut-il faire? Ce qu'il faut faire pour se mettre sur les prix, c'est prendre tous les facteurs qui doivent être pris en compte. Les facteurs à la fois au niveau du prix du pétrole, parce que si vous regardez les produits pétroliers, entre autres l'essence ainsi que les gasoils, on doit connaître si ces prix-là sont en train d'augmenter. Comment le gouvernement, d'abord au niveau central, mais également au niveau provincial, peut couvrir et discuter surtout avec les acteurs, les entrepreneurs, mais également il y a des associations, je crois les associations des chauffeurs du Congo qui existent. Il faut rassembler tous ces gens-là de manière à ressortir des décisions qui impliquent tout le monde. Et qui mettent tout le monde d'accord. Qui mettent tout le monde d'accord pour que nous ne puissions pas vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce que c'est la population qui est en train de subir. Oui, que la population est en train de subir, mais quels sont, puisqu'on parle toujours de l'économie, mais quels sont aujourd'hui les grands défis à relever aujourd'hui? On a évoqué que la République démocratique du Congo connaît une croissance économique qui est félicitée par les institutions internationales. Comment la pérenniser? Comment la pérenniser? Premièrement, il faut que nous comprenions d'abord que le pays, ou soit l'économie congolaise, est exposée. Elle a une fragilité et que le fait que nous dépendons pratiquement de plus de 60% de notre PIB du secteur minier et que nos exportations, 90% des exportations sont les matières premières, le pays n'est pas résilient. Donc, à chaque fois qu'il y aura un choc à l'international, ces recettes-là, ces budgets-là qui est de 15 milliards, sera revu à la baisse. Donc, il y a une fragilité, il y a un défi à pouvoir relever, c'est les défis de la diversification de l'économie nationale. Donc, l'économie congolaise devra être diversifiée, mais aussi, il faut formaliser l'économie congolaise. Du fait que... Engager de nouvelles réformes. Effectivement, et des réformes concrètes. Les réformes ne doivent pas être uniquement dans les discours, mais ces réformes doivent aller sur terrain. Aujourd'hui, il y a de jeunes entrepreneurs qui ont besoin de financement. Les financements, ce n'est pas seulement dans le milieu urbain. Il faut aller vers les territoires. C'est comme ça que j'apprécie généralement ces programmes de développement local des 145 territoires, que je demande à ce que toutes les structures qui sont par exemple les structures de la formalisation des entreprises, nous avons les guichets uniques, qui doivent s'inscrire également dans l'approche du PDL 145 territoires, juste pour permettre aux entrepreneurs congolais de pouvoir formaliser leurs entreprises, mais pouvoir avoir aussi accès au marché public. Au marché public qu'offrent ces programmes. Mais il y a aussi la grande question aujourd'hui qui se pose. L'État congolais est un peu plus riche qu'avant, mais comment ces performances économiques ne se font pas sentir sur le quotidien des Congolais? Oui, les performances ne peuvent pas se faire sentir au niveau du peuple congolais, du fait que, regardez la structure des dépenses de l'État. Et j'aime toujours dire cette chose, parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'État a réalisé 9 milliards de dollars, les gens réfléchissent en termes de stock, alors que ces recettes ne sont pas en réalité un stock, c'est un flux. Et donc, chaque mois, l'État engage des dépenses, et il y a des mois où l'État se retrouve en déficit. Ça veut dire que l'État a mobilisé de recettes, peut-être 2 milliards de dollars, mais ces 2 milliards de dollars, il y a eu des dépenses de plus de 2 milliards de dollars. Ce n'est pas un stock où les gens doivent penser que quand on parle de 9 milliards, et il y a des Congolais qui disent souvent, mais bon, 9 milliards, mais on ne ressent pas. On ne ressent pas, c'est à cause également de la qualité des dépenses publiques. Il faut améliorer les dépenses. C'est comme ça qu'il faut améliorer la qualité des dépenses publiques, surtout au niveau des institutions. On ne peut pas avoir un budget qui est consommé à plus de la moitié par les institutions non productrices
ce sont des institutions consommatrices des recettes, des ressources de l'État. Donc, on doit revoir de ce côté-là les institutions de la République. On doit réduire le train de vie des institutions. Et quand on dit réduire le train de vie des institutions, c'est passer à l'action. Ce n'est pas des discours. On doit passer à l'action. On doit voir. Aujourd'hui, vous avez des gens qui effectuent, par exemple, au niveau des ministères, qui effectuent des missions à l'étranger. Lorsqu'on effectue les missions à l'étranger, en réalité, c'est une sortie des devises. Ce qui fait que la dépréciation, par exemple, que nous avons au niveau du marché d'échange aujourd'hui, vient principalement de la pression également au niveau du gouvernement. Lorsqu'on consomme plus et qu'on ne produit pas, du coup, il se pose un problème de dépréciation. Il y a une forte demande sur le marché d'échange en termes de devises. Tous ceux qui ont les francs congolais au niveau du gouvernement, qui veulent voyager à l'étranger, lorsqu'il y a des missions à l'étranger, tout ce qu'ils ont doivent être convertis en devises pour pouvoir se procurer, je ne sais pas moi, de biens à l'étranger et autres. Et les francs congolais qu'ils ont, c'est déversé sur le marché d'échange et ça crée la dépréciation de la monnaie nationale. Donc la discipline budgétaire est une obligation pour le moment du fait que l'État n'a pas assez de moyens. Il faut une discipline budgétaire, il faut améliorer la qualité de dépenses pour répondre aux besoins de Congolais. Merci, Monsieur Gustave Tshibangou, de votre présence sur ces plateaux. Avec vous, nous avons parlé des performances économiques de la République démocratique du Congo. Et je rappelle que vous êtes économiste, coordonnateur du réseau des jeunes agents de changement de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Poursuivons ces journaux. Quelques locaux de l'immeuble Beautour à Gombe ont pris feu ce lundi 20 mars, selon le témoignage sur place les témoignages recueillis sur place par nos reporters. Le rétablissement du courant électrique a été à l'origine de cet incendie. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Blessé de Kozola et Giscard Tamba étaient là. Lieu dans la matinée de ce lundi 20 mars au centre-ville. Selon nos enquêtes sur place, quelques locaux de l'immeuble Beautour situé dans la commune de la Gombe ont été touchés par le feu. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Nous sommes arrivés le matin à 7 h et peu après nous avons vu le feu. Et après avoir appelé le responsable du local, on a essayé d'éteindre le feu jusqu'à l'arrivée des véhicules anti-incendie. Ils n'ont rien récupéré dans le local malheureusement parce que le feu était déjà très fort et l'incendie a été causé par le courant électrique qui est mal revenu. Si les véhicules anti-incendie n'étaient pas venus, on allait perdre beaucoup de locaux. Tous les câbles électriques sont à la merci du sol jusqu'à aller au transformateur central de l'immeuble. Le transformateur central Yaboto. Beaucoup de locaux sont touchés, des marchandises perdues, mais nous ne connaissons pas encore la cause exacte du feu et de l'incendie. Le feu a été éteint grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. L'incendie aurait été causé par un court-circuit électrique et l'on signale aucune perte en vie humaine. Passons à présent au dossier du jour. L'Organisation internationale de la francophonie, cet ensemble met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres au service des populations. L'OIF apporte à ses 88 États et gouvernements un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène des actions, des politiques internationales et des coopérations multilatérales. Au départ, l'Organisation internationale de la francophonie s'était fixée comme domaine prioritaire la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Puis, des questions touchant à la paix, la démocratie et les droits de l'homme, l'éducation et la formation, et enfin, le développement durable, l'économie et la solidarité sont venus se greffer à l'engagement des premières heures. Il faut dire que l'élan politique de la francophonie a été donné par le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'était tenu à Dakar en 1989. Il s'agissait de répondre aux appels à la démocratisation lancés avec force en Afrique et en Europe centrale et orientale et rendu possible par la fin du système bipolaire.
Cette action politique de la francophonie centre sur le renforcement des processus de démocratisation, s'est développée jusqu'à sa concrétisation par les sommets des Hanoï en 1997. La création de l'OIF, sa transformation en institution en une véritable organisation internationale de nature politique, la nomination à sa tête d'un secrétaire général auront été les premiers éléments déterminants de cette métamorphose de la francophonie et de sa capacité à se mettre en situation d'apporter des réponses pertinentes aux problèmes posés par la mondialisation, fondée sur les valeurs fondamentales du projet francophone. Aujourd'hui encore, la République démocratique du Congo, premier pays francophone par sa taille, nourrit une sorte de frustration par le fait que les nations ont utilisé l'OIF et y ont placé une anglophone pour des raisons de réel politique au détriment des vraies valeurs politiques pourtant défendues par la même organisation. Au sommet de novembre 2022, tenu en Tunisie, la RDC et le Rwanda ont exporté le conflit des Grands Lacs à la francophonie. Ainsi, l'OIF est devenu ce creuset où le politique et le culturel se mélangent. Voilà, là vous venez de suivre le dossier du jour qui s'est intéressé sur la célébration de la journée internationale de la francophonie, une journée célébrée tout le 20 mars de chaque année. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui est devenue ensuite l'Organisation internationale de la francophonie. Purement culturelle, l'OIF a maintenant une déclinaison et un engagement politique qui fait d'elle une organisation politique à part entière. Aujourd'hui, des nations s'y servent même de cette organisation pour renforcer de rivalités. En sport, le rassemblement de léopards de la République démocratique du Congo a débuté ce lundi 20 mars à Lubumbashi. Plusieurs joueurs sélectionnés ont déjà répondu présents et d'autres sont attendus dans les prochaines heures. Ces rassemblements comptent pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 avec la double confrontation entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Blessed Kuzola nous en dit plus. Comme prévu, le rassemblement du léopard de la République démocratique du Congo a débuté ce lundi 20 mars 2023 à Lubumbashi en vue de la double confrontation contre la Mauritanie. Pas de temps à perdre pour certains joueurs qui n'ont pas eu de match en club ce dimanche. C'est le cas pour Gaël Kakuta, William Balikwisha, Merveille Bopé, Gaïta Laura, Silas Katompa, Mutusami Samuel, Glody Lilepo et Yohan Wissa qui sont arrivés dans la ville minière pour débuter la préparation. Ils ont été précédés par Moukoko Amale et Arsène Zola dans la soirée du dimanche. D'autres joueurs sont attendus à Lubumbashi dans les prochaines heures après ces premières arrivées pour un groupe qui espère afficher complet du moins pour les léopards qui sont disponibles. La RDC, mal embarquée aux éliminatoires de la prochaine CAN, est contraint de gagner vendredi face à la Mauritanie en match de la 3e journée au stade TP Mazembe, puis récidiver au match retour en déplacement pour espérer rester en course pour la qualification. Et puis il faut aussi noter que les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF sont tous éliminés de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. L'ASV Club, les TP Mazembe, le Saint-Éloi Lupopo et le DCMP ne verront pas le quart de finale de ces 2 compétitions africaines de clubs. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Place à présent à la page internationale. En Namibie, un système de contrôle numérique devrait être opérationnel en octobre 2023 pour lutter contre le flux financier illicite. Dénommé Trade Verification System, ces nouveaux dispositifs mis en place par la Namibia Revenue Agency et la Banque de Namibie aidera à concilier les transferts transfrontaliers de fonds avec le mouvement de marchandises dans le pays. Il servira également d'outil de surveillance électronique de recettes d'exportation et va améliorer le recouvrement de taxes et prélèvements liés aux importations. Suivez nos confrères d'Africa 24. La Namibie s'emploie à réduire les flux financiers illicites grâce au numérique. Un système de contrôle dénommé Trade Verification System, introduit par l'Agence namibienne des revenus et la Banque de Namibie, devrait être opérationnel en octobre 2023 pour endiguer les sorties financières illicites dans le pays. Le système de vérification aidera à concilier le transfert transfrontalier de fonds
avec le mouvement de marchandises dans le pays. Tout ce qui est importation et exportation sera davantage mieux cerné. Un tel dispositif permettra à l'État, par exemple, de mieux calculer ses taux de réalisation budgétaire avec un niveau de réserve de change bien géré également et par voie de conséquence des recettes budgétaires qui vont augmenter et seront davantage mieux gérées en les affectant à des services qui en ont le plus besoin. La lutte contre les crimes financiers demeure un enjeu de développement dans plusieurs pays africains. Les données de Transparency International montrent qu'en 2022, la Namibie a enregistré un score de 49 sur 100 par rapport à l'indice de perception de la corruption. L'initiative fait partie des efforts entrepris par le pays d'Afrique australe, visant à se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Elle devrait servir d'outil de surveillance électronique des recettes d'exportation, améliorer le recouvrement des taxes et prélèvements liés aux importations, réduire ainsi l'évasion fiscale et la fraude liée au droit à l'importation. La mise en œuvre du Trade Verification System facilitera entre autres l'identification des auteurs potentiels de sorties illicites par les régulateurs et fournira ces renseignements pour des enquêtes plus approfondies et une éventuelle condamnation conformément aux différentes lois. Avec ce nouveau dispositif de lutte contre les flux financiers illicites en Namibie, la Namibia Revenue Agency annonce la mise à niveau du système mondial automatisé de données douanières Sidonia, avec l'introduction d'un champ permettant aux commerçants de déclarer les transactions commerciales en devises étrangères. Les commerçants seront également tenus d'insérer un numéro de facture sur le formulaire de dédouanement de l'agence, ce qui permettra au système de faire correspondre les marchandises déclarées à la douane avec le paiement effectué dans une banque commerciale. Et puis, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a dressé la semaine dernière son bilan sur les avancées majeures en matière de développement sur les continents et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pays africains subissent encore les conséquences de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, le resserrement de la dette et les catastrophes naturelles, la conséquence du changement climatique. Edouard Funda pour plus de détails. Selon le directeur de la CEA, Adam Eliraika, qui a présenté ce rapport lors de la 41e réunion du comité d'experts à Addis Abeba, en marge de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, le continent devrait enregistrer une croissance nette de 4,1% en 2023 contre 3,6% en 2022 et 4,6% en 2021. Mais ce chiffre pourrait être compromis par l'environnement extérieur défavorable résultant de la récession aux États-Unis et de la zone euro, ce qui devrait peser sur les prix des matières premières. De plus, le continent doit relever les défis de l'inégalité des sexes et des richesses. En Afrique australe, les écarts sont trop grands entre les pays, souligne-t-il. C'est le cas notamment entre l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Namibie, la Zambie, le Botswana, l'Angola et le Malawi, tandis que deux se trouvent en Afrique de l'Ouest, Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe. Toujours selon les rapports, en 2022, 18 millions de nouveaux pauvres supplémentaires sont apparus en Afrique et le continent comptait déjà plus de la moitié de la proportion des pauvres, soit 54,8%, la plus élevée au monde. C'est alarmant car 546 millions de personnes vivaient dans la pauvreté en 2022, soit plus de la moitié de la population du continent, a rappelé Adam Eliraika. Pour maintenir la croissance et réduire les inégalités, plusieurs préconisent la transformation des matières premières et une mise en marche de l'industrialisation. Comme annoncé dans les sommaires, la Russie semble déterminée à trouver de nouveaux marchés, notamment en Afrique, pour y écouler ses produits pétroliers, contournant ainsi l'embargo sur le produit pétrolier imposé par l'Union européenne. Le week-end dernier, plusieurs sources anonymes ont ainsi révélé deux informations selon lesquelles de quantités significatives de produits pétroliers auraient été expédiés vers des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal et le Ghana. Stanley Samba. Le Ghana aurait notamment réceptionné environ 600 000 barils de brûle léger en provenance du port russe de Novorossiysk, une cargaison mobilisée au port ghanéen de Tema pendant 3 semaines et qui aurait été finalement rachetée par Platon Oil and Gas, une compagnie privée ukrainienne disposant d'une raffinerie au Ghana. Cette expédition de brûle, si elle est confirmée, serait la première effectuée à destination du marché pétrolier d'Afrique de l'Ouest en plus de 5 ans. Elle viendrait se greffer à une entente d'importation des gazoles en cours d'exécution et liant le gouvernement ghanéen à la société Litasco, une filiale du producteur russe de pétrole Lukoil. Un marché convenu en échange de paiements en or
plutôt qu'en liquide. D'après les sources anonymes, l'Itasco, active sur le marché africain depuis une vingtaine d'années, aurait également livré environ 41 000 tonnes de produits pétroliers au Sénégal au cours du mois de février 2023. Dakar devrait d'ailleurs recevoir une cargaison similaire d'ici la fin du mois de mars. Au vu de circonstances, l'Afrique semble devenir désormais l'une des cibles privilégiées des exportations pétrolières russes. L'analyse des données portuaires révèle qu'outre le Maroc et la Tunisie qui auraient au moins en partie déjà réceptionné des produits pétroliers russes, l'Égypte et la Libye seraient également de nouvelles destinations pour les combustibles. Une autre façon de vous informer, c'est aussi à travers la revue de presse. Je vous propose de suivre Fiston Leko qui nous fait la lecture de quelques journaux parus c'est lundi 20 mars à Kinshasa. Bienvenue à cette revue de presse de ce lundi 20 mars 2023. La rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président de l'Angola, Joao Lourenço, de ce samedi, mais aussi l'appel à l'aide de Kinshasa à la SADC pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC ont été repris dans plusieurs colonnes des journaux parus ce jour du début de semaine. Ouvrons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Déploiement des troupes angolaises dans l'est, tête à tête Tshisekedi Lourenço à Luanda ». 24 heures après l'avis favorable du Parlement angolais sur l'envoi des troupes au Nord Kivu. Écrit l'agence qui répond à la source présidentielle, cette réunion entre le chef de l'État congolais et son homologue de l'Angola, qui est le médiateur désigné de l'Union africaine, a tourné autour de l'évaluation du processus de Luanda dont la mise en œuvre tarde à venir. Pour Econews, à travers ce tête-à-tête, Lourenço pousse Tshisekedi à ouvrir une négociation avec le Rwanda. Pour le journal, Luanda soufflerait donc le chaud et le froid et finit par se lasser de la position inflexible des dirigeants congolais pour qui les négociations avec le M23 auraient pour préalable le retrait de leur position actuelle, désarmement, cantonnement et réinsertion par le biais du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Entre Kinshasa et Luanda s'est installé dès lors une sorte de dialogue de sourds entre un agressé inflexible et un médiateur qui privilégie la voie diplomatique, poursuit Econews. La RDC se tourne vers la SADC pour arrêter l'aventure rwandaise, titre Forum des As sur sa manchette. Selon le tabloïd de l'imité 11e rue, la RD Congo n'en peut plus des atermoiements de la force régionale qui, depuis son déploiement en 2022, fait de l'observation sur terrain à l'instar de la MONUSCO alors qu'elle dispose d'un mandat offensif pour combattre le M23 qui conquiert sous ses yeux des nouvelles localités du pays. Une posture qui agace les Congolais, particulièrement le premier d'entre eux, le président de la République Félix Tshisekedi, qui ne s'était pas fait prier pour interpeller le commandant de la force de l'EAC lors des travaux du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC en sigle, le 4 février dernier au palais présidentiel Ntare Rushati de Bujumbura au Burundi. À ce sujet, Africa News écrit « En vue d'un rétablissement rapide et durable de la paix et la sécurité dans son pays, le premier des Warriors compte sur la solidarité de la SADC comme cela a déjà été le cas par le passé dans la lutte contre la menace qui représente l'agression rwandaise. Il en appelle à la tenue d'un sommet extraordinaire de la SADC consacré à la situation sécuritaire en RDC. Autre chose qui a intéressé la presse, c'est la décision prise par le chef de l'État sur la convention de collaboration sino-congolaise. Tshisekedi exige la révisitation des contrats chinois, titre l'avenir. Dans ces colonnes, l'auteur de l'article a écrit « Tenant compte des conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, le président de la République Félix Tshisekedi a évoqué l'impérieuse nécessité d'une revisitation de cette convention dans le sens d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la RDC dans l'exploitation de la Sicomine SA. C'était lors du dernier Conseil des ministres tenu le 17 mars dernier. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Échec du plan de paix de Luanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est le constat fait par le président Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço lors de leur dernière rencontre à Luanda.
ont été livrés au Ghana et Dakar devrait déjà recevoir 41 000 tonnes de produits pétroliers. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. L'information continue dans son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. Retrouvons-nous demain à la même heure.